Oui, nous allons commencer à pile à l'heure cette rencontre avec la marraine. Bonjour marraine. Et Dolores Redondo qui était venue pour son précédent livre, la face nord du cœur, c'était il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, le temps passe vite. Et donc qui était paru en série noire à ce moment-là. Et c'était le 4e volet de la trilogie du Bastan, puisque on avait presque tous, non, tous lu Le gardien invisible, De chair et d'os, une offrande à la tempête. Et ce 4e volet est en fait une histoire qui se passe en amont de cette trilogie et qui est un retour à la jeunesse de l'héroïne, Amaya. Peut-être que Ah, mais tu voulais dire 3 mots, même 4. Oh, pardon Marie, vas-y. Non, c'est pas grave. C'était juste pour vous remercier tous d'être venus ce soir. Je fais partie du salon du Polar, un aller-retour dans le noir. Et voilà, on commence ce soir avec Dolores Redondo, on est très heureux de l'accueillir. Et bon, j'ai pas beaucoup de voix, mais je vais essayer d'assurer la traduction ce soir. Merci beaucoup. Merci Marie et toutes mes excuses. Donc je reprends pas tout depuis le début. Nous avions lu la trilogie du Bastan. Ce livre, La face nord du cœur, était donc le 4e, qui était une histoire qui se passait en amont avec cette héroïne. En fait, Amaya, c'est une femme forte, sensible, avec un 6e sens, une sorte de femme puissante. Et aujourd'hui, avec En attendant le déluge, qui paraît toujours à la série noire, mais qui est donc un tout nouveau livre, eh bien c'est un héros, c'est Noah, qui est plutôt un homme un peu fragile. Et la première question que j'avais envie de vous poser, Dolores Redondo, c'est une femme forte, un homme un peu fragile. C'est un choix intéressant de passer comme ça d'un personnage à un autre. Est-ce que je me trompe ? Bueno, es cierto que Amaya es una mujer fuerte, pero también es una mujer fracturada por dentro. Y Noah empieza en la novela siendo un hombre muy fuerte, pero también va a sufrir una fractura y en su caso es física, porque Noah, en un momento clave de la novela, cuando está a punto de culminar su seguimiento durante muchos años a un asesino, descubre que está muy enfermo. Donc Amaya est en effet une femme forte et puissante, mais qui est fracturée de l'intérieur. Noah, mon nouveau héros pour ce dernier roman, lui, il a une fracture physique. Au moment clé de son enquête, il découvre qu'il a, après des années d'enquête, il découvre qu'il a un problème physique, un problème de santé. Los dos van a tener que hacer una búsqueda íntima y personal en torno a esa fragilidad, la de ella que es emocional y la de él que es absolutamente física, que es algo que le va a complicar muchísimo la investigación, porque sus fuerzas están terminándose en cada momento. Donc les deux, ils vont devoir chercher avec cette fragilité. C'est une fragilité émotionnelle pour Amaya. C'est une fragilité physique pour Noah qui va compliquer son enquête puisqu'il va manquer de force sur la fin. Mais c'était pas parce que vous aviez envie de changer aussi, tout simplement, comme ce personnage d'Amaya vous avez accompagné pendant 4 livres, vous aviez peut-être envie de créer un personnage différent? No, no. Amo a Amaya y amo a todos mis personajes, pero sí que tenía ganas de contar esta historia que ocurre en Bilbao porque la tenía en mi memoria desde que tenía 14 años y viví parte de los episodios de las grandes inundaciones que destruyeron Bilbao. Non, c'était pas pour un désir de changer. J'aime Amaya, j'aime tous mes personnages.
Par contre, j'avais vraiment envie de raconter cette histoire à Bilbao. C'est une histoire que j'ai en moi depuis mes 14 ans, puisque j'ai vécu personnellement une partie des inondations qui ont eu lieu à Bilbao. Alors, peut-être préciser qu'il y a en quelque sorte deux lieux et deux histoires. Une histoire à Glasgow, une histoire à Bilbao, et les deux sont ancrées dans la réalité. De quelle manière sont-elles ancrées dans la réalité? Que son dos lugares anclados en la realidad. ¿De qué manera están anclados? Bilbao es una ciudad cercana a la mía, está anclada en mi historia porque, como os he contado, cuando tenía 14 años y regresaba de un viaje yo sola en un tren, al llegar a las inmediaciones de Bilbao, el tren se detuvo y nos dijeron que no podíamos entrar en esta ciudad porque había sido destruida, literalmente destruida por una riada. Donc Bilbao, c'est une ville qui est proche de la mienne, c'est une ville qui est ancrée dans ma vie. L'histoire du train de Bilbao, c'est que quand j'avais 14 ans, je suis partie en vacances et je suis revenue en train. Et avant d'entrer à Bilbao, on nous a dit qu'on ne pouvait pas entrer, que la ville était détruite. Pensar en una ciudad como Bilbao, que era, y aún es una grandísima ciudad, pero era una gran ciudad industrial, con un puerto industrial que llegaba hasta el mismo corazón de la ciudad, lleno de grúas, de astilleros y de barcos de gran tonelaje. Pensar en esa ciudad destruida era muy difícil y, sin embargo, esto es lo que ocurrió por una ciclogénesis explosiva en el año 83, además durante las fiestas patronales de la ciudad. Penser qu'une ville aussi grande que Bilbao, c'est une ville qui est grande aujourd'hui, mais déjà à l'époque elle l'était, c'est une grande ville industrielle, avec un port, des grues partout, des bateaux énormes. C'était difficile d'imaginer que c'était une ville qui pouvait être détruite. Ça s'est passé en 83, et en plus, c'était pendant les fêtes du saint patron de Bilbao. Y la parte que comienza en Glasgow tiene que ver con la historia real que inspiró esta novela y que en una parte es totalmente fiel a los hechos que ocurrieron en Glasgow por parte de un asesino conocido por la prensa como John Biblia. Si quieres. Et par rapport à Glasgow, donc c'est une ville qui est ancrée dans une histoire réelle, une histoire vraie, dont je me suis inspirée, mais que dans mon roman, c'est la partie fidèle à la réalité. Il y avait à l'époque un assassin, un meurtrier qui s'appelait John Biblia. La particularidad de John Biblia es que asesinó a 3 mujeres. A las 3 se las llevó de la misma discoteca en un periodo de 1 año y medio, casi cada 6 meses. A las 3 las acompañó a su casa porque era un hombre galante y educado, o así lo describen todos los testigos. Y a las 3 las violó y las asesinó por el camino. Las 3 tenían la menstruación en ese momento. Donc John Biblia est connu pour avoir tué 3 femmes. Les 3 sortaient de la même discothèque. Il a exécuté ses meurtres tous les 6 mois, donc ça s'étale sur environ 1 an et demi. Il a raccompagné les 3 femmes chez elles. Il était décrit comme quelqu'un de galant et de bien élevé. Il a violé les 3, il a donc assassiné les 3, et les 3 avaient leurs règles au moment du meurtre. Lo más llamativo de este caso, y por lo que quise escribir sobre él, es porque John Biblia es un asesino mítico, y lo es porque nunca fue capturado. A pesar de que la policía escocesa puso en marcha la mayor operación de su historia policial para cazar a este hombre, John Biblia se esfumó. Y a partir de ahí empieza una ficción que yo construyo sobre muchas de las teorías que hay, pero sobre una particularmente, y es que pudiera haber salido del país. Yo utilizo para sacarlo del país el medio marino, que conozco muy bien, por medio de los barcos que unían Escocia con Francia y con los puertos vascos. Donc ce qui m'avait attiré dans cette histoire et qui m'a donné envie d'écrire sur lui, c'est que c'est un meurtrier mythique.
parce qu'il n'a jamais été capturé, que ces meurtres ont donné lieu à la plus grande opération de police de l'histoire de l'Écosse, qu'il a disparu. Et c'est là que commence la part de fiction que je construis. Je l'ai fait, en effet, j'ai imaginé qu'il était sorti du pays par la mer, puisqu'à l'époque, il y avait beaucoup de bateaux rejoignent nos deux régions. Mais lorsqu'on vous lit, Dolores, on a l'impression que ces deux villes, Glasgow et Bilbao, ont quelque chose de commun. C'est pas une histoire de construction, mais c'est une histoire de communauté, de pensée, de politique, de société. Encontré muchos elementos en común entre las dos ciudades. Las dos estaban viviendo una crisis. A Bilbao no había llegado tan fuerte, es verdad que luego la desencadenó esta gran inundación, pero ya empezaba la crisis industrial a llegar a Bilbao. Y en pocos años se convertiría en lo que era Glasgow, una ciudad muy empobrecida, con mucha violencia de bandas, con mucha prostitución y la heroína atacando muy fuerte. Es verdad que en la novela yo también plasmo cómo la heroína estaba llegando muy fuerte con la drogadicción de muchísimos jóvenes en el País Vasco, y esto era una gran calamidad de esa época. Les deux villes, effectivement, vivaient une crise. À l'époque, cette crise n'était pas aussi forte à Bilbao qu'à Glasgow, mais l'inondation n'allait pas arranger les choses. C'était une crise industrielle et qui laissa la ville très pauvre, avec beaucoup de violence, beaucoup d'héroïne, beaucoup de drogue, beaucoup de prostitution. Et c'était une réelle calamité pour Bilbao. Alors en fait, le livre se passe plutôt dans les années 80, même si le criminel, le tueur en série sévit d'abord dans les années 60. Mais ces années 80 vous intéressent. Elles vous intéressent parce qu'elles correspondent à des souvenirs d'enfance, ou ce sont des années exceptionnelles pour vous? Bueno, en esa época, en los años 80, que yo era una jovencita, era una adolescente joven todavía, hubo muchísimas cosas que marcaron mi vida. Yo soy hija de un marino, vivía en un puerto, no en Bilbao, sino en el puerto de Pasaia, y también en esos años vivimos una gran reconversión industrial y vimos como muchas personas perdían sus puestos de trabajo. Es verdad que era un momento muy sensible con la presencia de droga entre los jóvenes. Estaba también la presencia de ETA casi cada día en las noticias. Y ese era el ambiente en el que yo era una jovencita. Así que la parte buena era la música de los 80, que por lo menos era muy buena. Donc dans les années 80, moi j'étais une jeune fille, une adolescente, et effectivement il y a beaucoup de choses à cette époque qui m'ont marquée. Je suis fille de marin dans le port de Pasaia, pas à Bilbao mais dans le port de Pasaia. C'est un port qui a vécu lui aussi la reconversion industrielle, qui a laissé beaucoup de marques, comme par exemple le chômage. Et donc c'était une période assez sensible. Il y avait aussi l'État, le TA, qui était présent tous les jours. Dans les actualités, on entendait parler de l'ETA. Donc voilà l'ambiance de ma jeunesse. Le point positif, c'était la musique à l'époque. Imaginaos que más o menos sobre los 14 años yo decido que quería ser escritora. Era un secreto, solamente lo sabían mi madre y mis hermanos, y no se lo contaba a mucha más gente. Pero imaginaos cuál era mi percepción del mundo, que yo odiaba el lugar donde me había tocado nacer. Yo entonces era muy fan de un escritor, Mario Puzo, el escritor del Padrino.
y yo pensaba que nunca iba a poder ser escritora viviendo en un lugar tan horrible. Quería vivir en Boston o en Nueva York o en Los Ángeles, pero creía que vivía en un lugar espantoso donde no pasaba nada y no había más que dolor y muerte en el mar y dura vida de trabajo y terrorismo y drogadictos y me parecía que no había ninguna buena historia ahí. À 14 ans, j'ai décidé de devenir auteure, écrivaine. C'était un secret jusqu'alors, seule ma mère et mes frères le savaient. Mais personne d'autre n'était au courant. Ma perception du monde à l'époque, c'était que je n'aimais pas, je détestais le lieu dans lequel je vivais. J'étais admiratrice de l'auteur du Parrain et je me disais que moi, j'allais jamais pouvoir être écrivaine en vivant là où je vivais. J'aurais voulu vivre aux États-Unis plutôt que dans ce monde où la douleur était omniprésente, la mort, la mer, le terrorisme et la drogue. C'est pour ça que dans la préface de votre livre, vous dites que ce livre-là, vous avez mis 39 ans à l'écrire. Por eso escribes en el prólogo que tardaste 39 años en escribirlo. Sí, porque tenía que, en primer lugar, tenía que aprender. Lo primero que tuve que aprender era que el lugar donde había nacido era un lugar maravilloso. Oui, parce que il fallait que j'apprenne. La première chose, c'était qu'il fallait apprendre. Que estaba lleno de historias. Et apprendre déjà que je vivais dans un lieu extraordinaire qui était plein d'histoires, rempli d'histoires. Creo que es parte de la maduración de muchos escritores, sobre todo los que empiezan muy jóvenes, querer emular a otros que admiramos y siempre la hierba parece más verde en otro jardín y no eres capaz de ver que hay historias maravillosas de esfuerzo, de vida, de lucha donde tú estás. Je crois que ça fait partie du processus de maturité de beaucoup d'auteurs, notamment ceux qui commencent très jeunes. Ils doivent apprendre à ne pas copier ceux qu'ils admirent et à ne pas penser que l'herbe est plus verte dans le jardin du voisin. Vous voulez dire qu'à 14 ans, vous copiez Mario Puzo? Ah, pas mal. C'est un beau choix déjà. Quería poder llevar mi literatura a donde la había llevado él. Era un italiano que estaba en Estados Unidos y escribía sobre la mafia, sobre los negocios, sobre un mundo como mucho más rutilante y más interesante que mi pequeño mundo de marinos y funerales y accidentes en el mar. Yo quería la mafia. Oui, je voulais pouvoir emmener ma propre littérature comme lui, il l'avait fait. Lui, il parlait de mafia, de business, d'un monde beaucoup plus intéressant que le mien, qui était entouré de marins, d'enterrements à cause de problèmes en mer. Voilà, beaucoup moins intéressant. Voy a decir una cosa, creo que sobre la lectura, habéis oído muchas veces decir que leer hará tu mundo mucho más grande. Y lo está ahí. Je voudrais dire quelque chose sur la lecture. Vous avez sans doute entendu dire que lire fera grandir ton monde, le rendra beaucoup plus large, beaucoup plus grand. Para mí, leer hizo mi mundo mucho más pequeño. Pour moi, c'est l'inverse. Lire, ça a rendu mon monde beaucoup plus petit. Porque quería vivir esos mundos de viajes. Yo sobre todo leía, mi padre era marino, leía cuestiones que ocurrían en el mar. Viajes en el mar, naufragios, otros países, piratas, todo lo que tenía que ver con barcos y con viajes me fascinaba. Y ser una niña pequeña anclada en un puerto no me gustaba. Parce que je voulais moi vivre aussi ce monde de voyage. Je ne lisais à l'époque, j'étais donc fille de marin, et je ne lisais à l'époque que des histoires de mer, de naufrages, de pirates. J'avais une fascination pour cette littérature. Y leer tanto hizo que me pareciera que en el lugar donde vivía nunca pasaba nada.
Aquí nunca pasa nada. Et j'avais l'impression qu'en lisant tout ça, toutes ces histoires, que dans mon monde, il ne se passait rien, qu'il ne se passait jamais rien. Vous écrivez cette phrase très très belle et qui vous résume parfaitement. Je suis une écrivaine de tempête. Il vous a fallu en fait combien de temps pour prendre conscience que devenir écrivaine de tempête, c'était ouvrir tout un monde de littérature en fait? Dices que eres una escritora de tormentas. ¿Cuánto tiempo tardaste en entender que eras una escritora de tormentas? Supongo que llegó con la propia madurez. Tuve que escribir primero una novela que es desconocida para la mayoría del público. Es la primera novela que escribí antes de la trilogía de Baztán. Es una novela en la que me ponía en paz con ese lugar donde había nacido y hablaba de esas cuestiones que tenía que resolver, que eran sobre todo la tristeza, el duelo y la muerte que rodeaban aquel lugar. Je crois que c'est arrivé avec la maturité, cette manière d'accepter que j'étais une écrivaine de tempête. Le premier roman que j'ai écrit, qui n'a pas été traduit en français et qui est venu avant la trilogie du Baztán, m'a permis d'être en paix avec ce lieu auquel j'appartenais et de parler de tristesse, de deuil, de toutes les morts qui pouvaient entourer ma vie. Realmente era un proceso necesario para mí, pero luego también me di cuenta de que al madurar descubrí que aquella lluvia constante, aquella humedad, las nieblas y los lugares de mi mundo y las historias que me habían contado y todo aquello que me parecía que no era suficiente para una novela eran realmente lo que me habían formado a mí y que eran la única manera de ser honesta conmigo, empezar a reconocer de dónde venía y que no podía escribir desde otro lugar que desde mi realidad. C'est un processus qui était nécessaire pour moi. J'ai réalisé, et je pense que c'est à force de grandir, que toute cette pluie, que toute cette brume, que toute cette humidité, toutes ces histoires que je trouvais insuffisantes pour devenir écrivain, c'est justement ce qui m'a formée. Et il était temps que je sois honnête avec qui j'étais, avec moi-même, et que finalement je ne pouvais pas écrire sur autre chose que sur ça. Et alors vous poussez les choses très loin, Dolores, parce que lorsque votre héroïne Amaya, dans le 4e volet, part aux États-Unis travailler avec la police de Quantico, eh bien, il y a l'ouragan Katrina. Donc, il n'y a pas de hasard avec vous, il y a toujours des tempêtes. Bueno, el huracán Katrina. La necesidad de escribir sobre Nueva Orleans realmente nació durante la trilogía cuando investigaba sobre la mitología y vi que había casi una repetición exacta de los mismos conceptos mitológicos en distintos lugares del mundo, entre ellos en el vudú. J'avais le besoin d'écrire sur la Nouvelle-Orléans. Et ce besoin est né pendant justement l'écriture de la trilogie du Baztán. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'il existait les mêmes concepts mythologiques. Finalement, on les retrouvait toujours dans toutes les cultures. Seguramente porque el miedo es común a toda la humanidad y al fin y al cabo esos conceptos mitológicos eran cuestiones que aparecían en momentos de incertidumbre para el ser humano. Sans doute parce que ce sont des peurs qui unissent l'ensemble de l'humanité. Son criaturas que aparecen en momentos de incertidumbre. Ah oui, ce sont des créatures qui apparaissent à des moments d'incertitude.
Ocurrió también que en esos años yo pensaba siempre escribir sobre Nueva Orleans por la música, pero llegó Katrina con toda la destrucción y a la vez en esos años descubrí la figura de un asesino estadounidense que había estado huido de la justicia durante 18 años y decidí juntarlo todo en esa novela. J'avais toujours envie d'écrire sur la Nouvelle-Orléans aussi pour la musique. Et puis est arrivé cet ouragan Katrina. Et j'ai découvert qu'il y avait aussi un assassin américain qui était en fuite depuis 18 ans. Et j'ai décidé de réunir tous ces ingrédients pour en faire mon roman. Alors, c'est une question un peu de cuisine que je vais vous poser, mais finalement, ce 4e volet, vous l'avez créé, donc c'est quelque chose qui s'est passé avant la trilogie, mais vous avez eu envie de revenir là-dessus pour pouvoir parler de Katrina, pour pouvoir parler de cette catastrophe, pour recréer un autre univers. Je suis peut-être un peu longue, pardon Marie. La cara norte viene antes de la trilogía. ¿Tuviste ganas de volver al principio para hablar de Katrina? Claro, Katrina es un hecho real. La destrucción de la ciudad de Nueva Orleans por el huracán Katrina ocurrió en 2005. Entonces, para cuadrarlo en la historia que yo ya había comenzado en la trilogía, en la que sí sugería desde el principio que ella había estado en Estados Unidos, que había estudiado allí, que tenía una relación con Nueva Orleans, porque siempre supe que lo quería escribir, pero sí que tenían que ser hechos que ocurrieran antes, porque era su parte de formación y además para que coincidiese en el tiempo con la ocasión real en que ocurrió la llegada del huracán. Donc l'ouragan Katrina, c'est un fait réel qui est arrivé en 2005. Et il fallait effectivement que ça rentre dans mon histoire. C'était un élément qui était déjà présent dans la trilogie. Le fait que Amaya ait été à la Nouvelle-Orléans. Et donc j'ai fait en sorte que tout coïncide avec le fait réel. Et alors parlons de En attendant le déluge. Donc ce personnage de Noah, c'est une idée fantastique de faire d'un personnage, d'un héros courageux, enquêteur, un homme à terre, un homme fragile. Comment ça s'est construit dans votre tête, en fait, cette idée-là, de lui briser le cœur, en quelque sorte? Era un reto para mí cómo construir este hombre. Y a mí me gusta mucho cómo es Noah. Noah empieza siendo un hombre obsesionado durante toda su vida persiguiendo a un asesino. Y en esa obsesión ha dejado de construir una familia, casi no tiene amigos, casi no ha tenido vida social, solo se ha centrado en la persecución de este asesino. Pour moi, c'était un défi de construire ce personnage de Noah, qui est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage qui a une obsession pour cet assassin et pour le poursuivre, cet assassin. Et cette obsession l'a empêché d'avoir une vie de famille, d'avoir des amis, d'avoir une vie sociale. Justo en el momento en que está a punto de capturar al asesino, él sufre un terrible ataque y descubre que en los días siguientes despierta en un hospital y descubre que tiene una enfermedad que va a acabar con su vida en muy poco tiempo. Au moment où il va capturer l'assassin qu'il a suivi toute sa vie, qu'il a poursuivi toute sa vie, il a une terrible attaque. Il se réveille à l'hôpital et il apprend qu'il a une maladie qui va le tuer. Voilà, il va mourir dans peu de temps. Decide con sus últimas fuerzas perseguir a este asesino que en ese espacio de tiempo ha desaparecido y él cree que ha salido del país y decide seguirlo mientras se muere. Donc il décide d'utiliser ses toutes dernières forces pour capturer cet assassin qui entre-temps a disparu. Et lui, il est convaincu qu'il est parti du pays
Et donc il va tout faire pour le poursuivre. Lo que ocurre en el proceso de que él llega a Bilbao tras lo que cree que es un asesino, porque no está seguro, él no está seguro, llega a Bilbao y está muy enfermo. La medicación que toma le tiene en una circunstancia física casi destruido, ya no se parece al hombre que era, no tiene fuerza casi ni para subir las escaleras. Su destrucción física es justo el momento en que se empieza a construir su vida emocional con las personas que conocerá en Bilbao. Donc, ¿Quieres que vaya despacio? no, está bien. Es que no leo lo que he escrito. Donc il décide d'aller à Bilbao pour poursuivre cet assassin, sans aucune certitude, parce qu'il se fie juste à son intuition. À ce moment-là, il est très malade. Le médicament qu'on lui a donné le détruit, en fait. Il n'est plus que l'ombre de lui-même, il n'a pas de force même pour monter les escaliers. Et cette destruction physique, en fait, elle arrive au moment où, justement, il va pouvoir commencer à construire une vie sociable et émotionnelle. Y realmente la historia de esta novela es la de un policía que persigue a un asesino, pero sobre todo es la de un hombre que aprende a vivir cuando se está muriendo, en sus últimos días. Donc en fait, l'histoire de ce roman, bon, c'est l'histoire d'un policier qui poursuit un assassin, mais c'est surtout l'histoire d'un homme qui apprend à vivre au moment où il vient d'apprendre qu'il allait mourir. Mais c'est extraordinaire, cette idée, effectivement, de la mort qui poursuit le policier. On pourrait imaginer que c'est un assassin qui poursuit un policier, mais non, c'est la mort physique, la mort de maladie qu'il poursuit. C'est une idée fantastique, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est une question. Hein. Por desgracia, no es solo Noa. Muchas personas encuentran el verdadero valor de la vida cuando sienten que se les está escapando de las manos. Malheureusement, ce n'est pas juste le cas de Noah. Beaucoup de personnes trouvent la force de vivre et l'intérêt de vivre juste au moment où ils savent qu'ils vont mourir. Y si esta novela tiene un mensaje, sobre todo es aprovecha el día, aprovecha el momento, vive, porque él pasa de ser un hombre fuerte, seguro, un jefe de policía, a ser un despojo, un hombre que casi le cuesta media mañana ponerse la ropa para poder salir a la calle. Donc le message, c'est bien sûr profiter et vivez la vie, parce que cet homme, c'était un homme fort, un chef de police, et maintenant il a du mal à s'habiller. Le simple fait de s'habiller lui coûte, le fatigue. Y además está fuera de su jurisdicción, fuera de su casa, lejos de su país, en una ciudad que inicialmente le resulta hostil, y él realmente está en un momento muy miserable de su vida y de pronto empieza a encontrar unas personas que le van a dar su amistad, le van a dar su afecto, y eso para él va a ser toda una sorpresa y un descubrimiento. Y todo persiguiendo a un asesino. Donc il est quand même loin de son pays, il est en dehors de tous ses repères, dans une ville qui au départ lui semble assez hostile. Donc il vit un moment assez triste de sa vie, et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer des personnes qui vont lui donner leur amitié. Et finalement, ça va être une surprise pour lui. Et tout ça en continuant de faire son enquête. Oui, parce qu'on peut parler de Maïté quand même. Je ne sais pas comment on prononce Maïté, c'est ça, qui est un personnage solaire et qui contrebalance la tragédie de ce livre sans rien révéler. En fait, on ne révèle rien. Tout sera à découvrir dans le livre. Mais peut-être parlez-nous de cette femme. Maite es una mujer vasca tradicional, como eran las mujeres de los 80. Muy segura, muy capaz, muy trabajadora, muy amable y divertida, y que trataba muy bien a los demás. Maïté, c'est une femme basque traditionnelle, une femme des années 80,
très sûre d'elle-même, très aimable, très drôle. Y al final, Ella es cercana, trata muy bien a las personas, qui s'occupe très bien des gens es trabajadora y tiene buen humor. et elle a beaucoup d'humour. Y para él conocerla es un impacto porque es como agua fresca, es alguien que no se corta, que se acerca enseguida a él y que enseguida coquetea y él no lo puede creer, y cuando va viendo avances en esa relación que le gusta, a la vez pues siente que él no puede responder a eso porque se está muriendo, no puede responder al amor de una mujer ni emocionalmente ni físicamente porque está destrozado físicamente. Donc pour Noah, connaître cette femme, c'est comme de l'eau fraîche pour lui. C'est un fort impact. C'est quelqu'un qui s'approche de lui tout de suite, qui le drague, ce il a du mal à croire. Tout ça lui plaît, mais en même temps, il ne peut pas répondre à cette attente puisqu'il sait qu'il va mourir. Donc il ne peut pas répondre ni physiquement ni émotionnellement. Hay un momento de la novela, a mí me gusta mucho, un diálogo, te lo voy a contar. Je vais vous raconter un moment du roman, un dialogue que j'aime beaucoup. Ellos se besan, hay un momento en que se besan y ella le dice, quiero que duermas conmigo, y él le dice, si me acuesto contigo, me moriré. Il y a un moment, donc ils s'embrassent tous les deux. Et elle lui dit, je veux que tu dormes chez moi, avec moi. Et il lui dit, si je me couche à côté de toi, je vais mourir. Y ella le dice, yo también me moriré. Et elle lui dit, oui, moi aussi, je vais mourir. Pero le dice, pero yo de verdad. Et il lui dit, non, mais moi, vraiment. Oui, heureusement qu'elle est là et qu'il y a quelque chose de solaire dans ce livre, car la mort est présente sans cesse dans votre livre. Elle est toujours présente, la mort. Mais là, avec la poursuite d'un criminel, la découverte de corps à différents moments, la mort, elle est là. Alors moi aussi, j'avais noté à un moment où une des victimes, la victime, alors ce sera en français, je suis désolée, mais juste pour montrer toutes les facettes un peu de Dolores Redondo. Elle percevait sans le voir l'os enflammé, appuyé contre la banquette arrière, sentit entre ses cuisses un liquide humide devenir de plus en plus froid et présent, consciente d'avoir été rouée de coups qui l'avaient laminé, plongée dans une tristesse incommensurable, car d'une manière ou d'une autre, elle avait compris qu'elle allait mourir. Il y a, alors je ne sais pas si en français c'est compliqué peut-être pour vous de retrouver ce passage, mais c'est le début du chapitre qui s'appelle La victime. Et là, il y a chez vous à la fois du sentiment, de l'émotion et une dureté incroyable. Des passages comme ceux-là ne doivent pas être si faciles que ça à écrire non plus. Creo que todo confluye en que creo que solo hay dos cosas en la vida de las que vale la pena escribir, y son el amor y la muerte. Tout se rejoint en fait. Pour moi, il y a juste deux choses sur lesquelles ça vaut la peine d'écrire, c'est l'amour et la mort. Las dos cosas las aprendemos en nuestra casa cuando somos muy pequeños. C'est deux choses auxquelles on est confronté quand on est dès l'enfance, quand on est tout petit chez nous. De las personas que nos cuidan, nuestros padres o quien nos cuida, aprendemos cómo es el amor y lo vamos replicando una y otra vez en la vida. Ce sont nos parents qui nous apprennent comment est l'amour. Et c'est quelque chose que on répète nous-mêmes dans notre vie. Y también aprendemos a qué tenemos que tener miedo. Y lo más terrible que puede ocurrir es que tengamos miedo de lo que hay en nuestra casa. Et on doit aussi, c'est aussi à ce moment-là qu'on apprend de quoi est-ce qu'on doit se méfier, de quoi est-ce qu'on doit avoir peur. Et le plus terrible, c'est quand ce qui nous fait peur se trouve dans notre propre maison. Alors il y a une partie de votre œuvre qui est autour des croyances, des légendes, des mystères, des mythes. Et on le retrouve aussi dans ce livre-là comme, j'allais dire un mot désagréable, une marque de fabrique, mais la marque de Dolores Redondo, c'est aussi ça.
Et ça aussi, c'est important que vous en parliez, car c'est vous, ça. Bueno, esto me ha costado, también. C'est aussi quelque chose qui m'a coûté. Hein. Sí, porque cuando llegué con El Guardián Invisible, poner estas cuestiones en la novela negra era todo un atrevimiento y algunos me lo señalaron así. Quand je suis arrivée avec le gardien invisible, avec tous ces éléments mystérieux, c'était quelque chose d'assez risqué et on me l'a reproché. Ah bon? Sí, porque es cierto que hay muchos puristas de la novela negra que opinan que cuestiones de este tipo no cabían dentro del género. Oui, parce qu'il y a beaucoup de puristes dans ce genre qui estimaient que ces éléments-là n'avaient rien à faire dans le genre noir. Yo les dije que estaba de acuerdo, si no querían, pues no es novela negra y no pasa nada. Moi, j'ai dit OK, hein, si vous décidez que c'est pas du roman noir, c'est très bien, il y a pas de problème. Es mi novela, es lo que yo quiero contar, lo que yo quiero escribir. C'est mon roman, c'est ce que je veux écrire, c'est ce que je veux raconter. La culpa es de los libreros que ponen novela negra. C'est la faute aux libraires qui écrivent roman noir. No, los libreros son maravillosos. Non, les libraires sont merveilleux. Pero es cierto que después de un tiempo ya hubo otros escritores que siguieron este camino y empezaron a poner cuestiones sobrenaturales, mitológicas, que estaban muy pegadas a la tradición, a la cultura, a la mística de un lugar concreto donde ocurría la acción de la novela. Mais en fait, après, il y a eu d'autres écrivains qui ont suivi le même chemin et qui ont inclus dans leurs romans des choses surnaturelles, de la mythologie, des choses culturelles, des traditions, des choses mystiques aussi. Mais ce goût pour ce mystère et cette mythologie, elle vous venait de votre éducation, de votre famille ou de vos lectures? D'où ça venait? De eso que hablábamos al principio, de la necesidad de aceptar de dónde vienes, quién es tu familia, dónde te has criado y todo lo que me habían contado durante mi infancia, las cosas que creía la gente en el lugar donde vivía y bueno, la tradición que está pegada también al escenario donde yo vivo, al lugar. Non, c'est bien. Mais c'était lié en fait à ce besoin d'accepter le lieu d'où tu viens en fait. C'était ma famille, mon environnement. Ce que m'avait raconté ma famille, mes parents, ce que j'avais entendu enfant, ça faisait partie de ma tradition. Claro, tenía una abuela que me contaba muchas cuestiones sobre brujería gallega y vasca y bueno, me hizo respirarlo desde que era pequeña. J'avais une grand-mère qui me racontait beaucoup de choses de sorcellerie, de Galice, du Pays Basque, et c'était quelque chose qui était très présent. Y luego está el paisaje, todas esas cuestiones de la niebla, de la lluvia y del bosque, que son una realidad constante en mi vida. Cuando maduré lo suficiente para no querer ser como Mario Puzo, me di cuenta de que yo tenía que escribir de lo que realmente había en mi interior, de cómo era mi lugar y que ahí era donde tenía que poner todas las acciones de mis novelas. Et c'est vrai que moi je vis dans une ambiance de brume, de pluie, de forêt. Et quand j'ai été assez mûre pour devenir moi-même et ne pas copier quelqu'un d'autre, j'ai compris qu'il fallait que j'écrive sur la manière dont était mon intérieur. Sí, recuerdo que en esos años estaban de moda todas las novelas de Crepúsculo, Entrevista con el vampiro. À l'époque, les romans de crépuscule, d'entretien avec un vampire, tout ça était très à la mode. Y yo dije, bueno, yo no voy a hablar de vampiros, yo voy a hablar del Basajaun, voy a hablar de las criaturas que viven en el bosque navarro, voy a hablar de la tradición histórica de brujería que hay en mi lugar, porque no tengo que trasladarme a otro lugar para contar algo que de verdad estaba ocurriendo aquí. Et moi, je me suis dit que j'allais pas raconter des histoires de vampires, que ce que je voulais raconter, c'était mes histoires avec le Basajaun
les créatures de Navarre, toutes ces histoires de sorcellerie. De mon lieu, j'avais pas besoin d'aller voir ailleurs en fait. En el pueblo donde vivo, algunas personas tienen antepasados, tatarabuelas antiguas, que fueron procesadas por la Inquisición por brujería. Esta es una realidad, no necesito inventarme un vampiro. Dans le village où je vis, il y a des personnes dont les ancêtres ont été jugés pour sorcellerie. Donc j'ai pas besoin d'inventer des choses et de sortir très loin. Mais ce qui est passionnant avec vous, c'est que toutes ces histoires très anciennes, on a l'impression qu'elles sont très contemporaines, que vous arrivez à les rendre plausibles aujourd'hui, qu'on les entend aujourd'hui. Et cette modernité, elle est très étonnante chez vous. Lo apasionante en tus historias es que consigues juntar. Sí. Es que es justo mi objetivo era que esas cuestiones de la brujería no quedaran como algo que forma parte de la historia o como las brujas de los cuentos, sino que pudiéramos entender que hay un pozo que pervive hasta nuestros días, quizá no en una práctica directa de la brujería, pero sí se siguen llevando a cabo algunos hechizos, ceremonias, modos de curar o de tratar algunas enfermedades o algunas defensas que se ponen en las casas para evitar el mal, y esto es una realidad que se puede ver en las calles de muchos lugares de Navarra. Mon objectif était que ces questions de sorcellerie, de créatures mystiques ne restent pas des questions historiques en fait, mais que je voulais entendre que toutes ces choses, elles existent encore aujourd'hui, peut-être dans une ampleur un peu moindre, mais il y a toujours des sorts, des cérémonies, des choses qui existent pour soigner, et des objets qu'on pose pour défendre la maison. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Y no olvidemos que la trilogía de Baztán está inspirada en el crimen real de una bebé que fue sacrificada por una secta en los años 80 en Lesaca, en Navarra, y eran una secta satánica. Mataron a la bebé para obtener un beneficio de riqueza, de salud, por parte de un demonio. En los 80. N'oublions pas que la trilogie du Baztán, elle est basée sur un crime réel dans les années 80, où un bébé a été tué par une secte satanique en Navarre pour obtenir richesse et santé dans les années 80. Alors, je vais vous laisser poser des questions à Dolores Redondo, mais je voudrais terminer sur une note plus solaire avec la musique qui est dans votre livre, qui est permanente dans votre livre, et votre goût pour Nik Kershaw. J'aimerais que vous nous en parliez, parce que du coup, j'ai réécouté Nik Kershaw et c'est vraiment très bien. La música es muy importante en mi vida mientras escribo, mientras corrijo, sobre todo. En algunas partes de la escritura tengo que estar en silencio, pero en otras sí que está presente la música. Y claro, en los 80 era lo mejor de mi vida, era la música. Yo era muy joven y lo recuerdo con mucho cariño, pero también la música actual me gusta y sigo muy pegada a escuchar constantemente. La musique, elle est très importante dans ma vie. Quand j'écris, j'en ai besoin. Quand je corrige, il y a des moments où j'ai besoin d'avoir du silence, mais il y a d'autres moments où j'ai besoin de la musique. Bon, dans les années 80, j'adorais la musique qui existait, et j'aime aussi la musique actuelle. Mais alors, vous écoutez vraiment Nik Kershaw lorsque vous écrivez des scènes terribles? No, escuchaba otras cosas. Non, j'écoutais d'autres choses. Quoi? Quelle musique? Ah oui, bien David Bowie pour les moments tragiques. Pardon. Je vous laisse poser des questions. Il n'y a pas de raison que je sois seule à profiter de Dolores Redondo. Donc c'est à votre tour si vous le souhaitez.
Bonjour. Bonjour. Sí. J'aimerais, je bien écouter avec intérêt tout ce que vous venez de dire, et je me pose avec encore plus d'acuité une question que je me posais déjà. Comment êtes-vous passé de la trilogie à ce livre, Tout ce que j'ai, je te le donnerai, qui est magnifique, que j'ai beaucoup aimé, mais que j'aime toujours d'ailleurs, mais qui est un univers totalement différent. Sí. Même si on retrouve des choses de Dolores Redondo, mais bon, c'est très différent. Mira, realmente es que esa novela puede parecer un mundo, sé que puede parecer un mundo totalmente diferente y sin embargo hay algunos aspectos en común, que ahora te los explico. Donc c'est un roman qui effectivement peut paraître totalement différent du reste, mais il y a quand même des petites choses en commun. El protagonista de esta novela, igual que Amaya, llega a un territorio hostil. Donc comme Amaya, le protagoniste de cette histoire arrive en terrain hostile. En un día horrible de su vida, porque ha muerto su marido. Un jour horrible dans sa vie puisque son mari vient de mourir. Y cuando llega, el lugar le parece tosco y no demasiado refinado. No le gusta ese lugar. Quand il arrive, le lieu ne lui plaît pas. Hein, il a l'impression que c'est pas très raffiné. Él, como Amaya, también tiene que hacer un viaje interior y ponerse en paz con muchas cuestiones que lleva dentro para ser capaz de centrarse en lo que tiene que hacer, que es descubrir cómo ha muerto su marido. Et comme Amaya, il doit lui aussi faire un voyage intérieur pour faire la paix avec lui-même, et ce qui lui permettra de découvrir qui a tué son mari. Los dos, cuando se ponen en paz, ven la belleza del lugar en el que están y se enamoran de ese lugar. Une fois que ces deux protagonistes, Amaya et le protagoniste de tout ça, je te le donnerai, une fois qu'ils ont fait la paix avec eux-mêmes, c'est à ce moment-là qu'ils découvrent la beauté du lieu où ils sont et ils en tombent même amoureux de ce lieu. De todas maneras, yo hice una pausa tras la trilogía y decidí ir con esa novela porque quería presentarme al Premio Planeta y quería hacerlo con una novela totalmente diferente para que no se me identificase, para que no fuese típica de Dolores Redondo. Moi, j'avais voulu faire une pause après la trilogie et avec ce roman, je voulais me présenter au prix Planeta et je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais pas faire quelque chose étiqueté Dolores Redondo. Y gané. Et j'ai gagné. Hola. Muchas gracias por venir a nuestro pueblo. Mira, es un poco la pregunta que acaban de hacer antes. Esa novela es una de las novelas que tal vez llegó a mi vida en un momento en que tenía que llegar. Y es una novela que tengo que agradecerte. Me gustaría saber cómo es tu proceso de escritura. ¿Tienes un proceso establecido? Porque bueno, eres una escritora que ha escrito muchísimo. ¿Cómo es ese proceso? ¿De qué otras cosas, además de lo que has vivido, te inspiras? Pensando, por ejemplo, en esos hermosos paisajes de la viña en esta novela. ¿Cómo es tu proceso y de qué te inspiras? Donc ce roman est arrivé dans un moment de ma vie. J'avais besoin de ce roman à ce moment-là, donc merci pour ce roman. Et je voulais savoir quel était ton processus d'écriture. Tu écris beaucoup, et qu'est-ce qui t'inspire? Mi proceso creativo es muy largo. Nunca he escrito una novela que no haya vivido en mi interior un mínimo de 6 años. Mon processus pour écrire, il est très long. Je n'ai jamais écrit un roman qui n'ait pas été en moi pendant au moins 6 ans. Lo que ocurre es que cada parte de la novela va llegando en un momento distinto. Ce qui arrive, c'est que chaque partie du roman va vers un moment différent. Así como, un moment différent.
En Esperando al Diluvio tenía el escenario desde que era una niña, cuando vi lo que había ocurrido en Bilbao, y la historia de John Biblia llegó muchos años después y las junté. Pour Esperando al Diluvio, en attendant le déluge, c'est une histoire dont j'avais la trame en tête depuis mes 14 ans. Et l'histoire de John Biblia est arrivée après et j'ai réuni le tout. En el caso de Todo esto te daré, tenía la historia muy clara, pero no sabía dónde la iba a ubicar. Et pour tout cela, je te le donnerai. J'avais l'histoire très, très clairement en tête, mais je ne savais pas où j'allais la situer, où j'allais la placer. Es una familia noble y tenía dudas si ponerla en algún lugar de Andalucía, donde hay muchas familias nobles establecidas, pero ocurrió que mi hermana se trasladó a vivir a Ribeira Sacra, a ese lugar. Ella me llamó por teléfono y me dijo, tienes que venir a ver esto. J'avais pensé installer la famille noble en Andalousie, parce qu'il y a beaucoup de familles nobles dans cette région de l'Espagne. Et puis ma sœur a déménagé dans le lieu du roman, en Galice, et elle m'a appelé, elle m'a dit, il faut absolument que tu viennes voir ce lieu. Y cuando vi aquel paisaje, el resto, lo que faltaba para completar la novela, surgió inmediatamente. Et quand j'ai vu ce paysage, tout ce qui manquait encore au roman est arrivé subitement. Tout est devenu limpide. Hago una amplísima documentación, leo todos los libros que hay sobre la zona, estuve vendimiando para aprender cómo era el trabajo en la viña, conocí a la gente que vivía allí, estuve temporadas muy largas allí, leí los periódicos, todo lo que encontraba de este lugar para entenderlo perfectamente. Et à part ça, je me documente énormément. J'ai lu beaucoup de livres qui traitent de ce territoire. J'ai même fait les vendanges pour savoir comment on faisait les vendanges. J'ai rencontré des gens qui habitaient là-bas et j'y suis restée sur des périodes longues. Une dernière question avant de conclure. Monsieur ? Bonsoir. Deux petites questions de détails dans les livres de Dolores dans la trilogie. Premièrement, quand on va à Elizondo, derrière l'église, il y a une maison sur le fronton de laquelle il y a Panaderia, je crois, Salazar, desde 1860. Alors, est-ce que ça existait avant les romans ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé après voilà. ¿No? Et après une deuxième question. Muy buena. No existía, no existe Mantecada Salazar. Donc ça n'existait pas avant et ça les biscuits au beurre Salazar n'existent pas. El edificio que has visto que tiene un cartel que dice Mantecada Salazar desde 1850. Donc ce bâtiment que vous avez vu avec es el decorado de la película. C'est le décor du film en fait de la série. Sí. Es cierto que ese lugar es una panadería, es un obrador. Y el director de la película eligió ese lugar porque encajaba perfectamente, pero todos los carteles son de la película y ellos los han mantenido, los han barnizado y los mantienen. Donc au départ c'est une boulangerie, hein, c'est quand même un décor qui a été choisi parce que ça correspondait parfaitement au livre, mais ils ont tout gardé. Sí, lo cierto es que en estos años con las novelas no es gracias a mí, es siempre gracias a vosotros, gracias a los lectores y gracias a vuestras visitas a los lugares y gracias a que pedís ver las cosas, algunas cosas que no existían existen. Por ejemplo, Mantecada Salazar, el vino de Heroica. Heroica es una realidad, es un vino embotellado que lo ha hecho una bodega gallega. Y como eso, pues el chachingorri, el postre que aparece en El Guardián Invisible, muchas cosas que no existían ahora existen. Donc grâce à vous, grâce aux lecteurs, grâce aux visites que vous faites de Elizondo, grâce à ce que vous demandez de voir les choses, il y a des choses qui n'existaient pas avant les romans, qui existent aujourd'hui, comme le vin, comme ces biscuits,
comme le dessert aussi, qui est présent dans le roman. Sí, y en la bodega, en la novela, en Todo esto te daré, existía un vino, era el vino que ellos elaboraban, se llamaba Heroica, era un vino que no existía, yo me inventé su nombre, me inventé el vino, y como te digo, hace unos días lo presentábamos ante la prensa, un vino que se llama Heroica. Y esto es un poder que tenéis vosotros, creedme, esto no ocurre porque por mucho que lo desee un escritor. Esto es la fuerza de imaginar, de querer verlo, que tenéis los lectores. Y es un poder vuestro, es maravilloso, es mágico. Et il y a donc une cave dans Tout cela je te le donnerai, où il y a un vin qui s'appelle Heroica. Donc c'est un vin que j'ai inventé moi. Et ben, il y a quelques jours, on a inauguré le lancement de cette nouvelle, de ce nouveau vin. Et ça, c'est le pouvoir des lecteurs. C'est pas le pouvoir de l'écrivain, parce que même si je le souhaite énormément, c'est pas quelque chose que je peux rendre possible moi. C'est la force de l'imagination, c'est la force de la volonté de voir les choses. Oui, la deuxième question, je ne sais pas si elle pourra y répondre. On va voir. Dans un des livres de la trilogie, lequel je ne me souviens plus, Amaya rentre du travail, elle est très fatiguée, elle est trempée parce qu'exceptionnellement il a plu, et sa tante, Tia Ingwazi, c'est ça, lui propose une tasse de Pachma Belara. Et donc moi je connais les vertus du Pachma Belara à usage externe. Je ne vois, est-ce quels sont les bienfaits du Pachma Belara quand on le boit? Pour information, le Pachma Belara en français c'est le mouron rouge. Cuando yo era pequeña siempre tenía mal la garganta y me hacían tomar infusiones de Pachma Belara. Quand j'étais petite, j'avais toujours mal à la gorge et c'était des infusions de cela qu'on me donnait. C'était très bon pour calmer les inflammations. Sí. Y también hacían cataplasma. Ils faisaient aussi des cataplasmes. Sí, envuelto y me lo ponían en la garganta para extraer la infección de las anginas. Pour enlever l'infection. Sí, y sabe muy mal, es muy amargo. Et c'est très mauvais, c'est très amer. Cuando tragas, deja la garganta como si hubiera bajado un gato por aquí. Quand vous avalez, c'est comme si vous aviez avalé un chat qui reste bien là. Sí, pero es muy bueno. Mais c'est très bon. Eh bien, elle a réponse à tout. Donc tout est vrai dans les livres de Dolores Redondo. Merci. Oh, une dernière, vraiment la dernière. Bonsoir, merci. Je voulais parler par rapport à l'adaptation cinématographique sur la trilogie du Bastan de Netflix. Enfin, on m'a dit qu'apparemment Netflix y a participé. Et je veux savoir en fait, est-ce que vous avez participé à la production, à l'écriture, ou bien ils sont venus vers vous et vous leur avez laissé une liberté de ton, d'ambiance? No. No. Muy pocos escritores participan en la escritura del guión. Es algo muy laborioso, pero sobre todo es algo que hay que saber hacer. El código de escritura de un guión cinematográfico es totalmente diferente al código de escritura de una novela. Cuando tienes una mente formada en la novela, es casi imposible escribir guión, porque el guión se limita a describir acciones, sin poner emociones, sin poner descripciones, sin que haya sentimiento. Todo eso es superfluo, solamente se describe la acción. Y a mí me resulta desolador, yo no puedo. No sé escribir guión. Prefiero dedicar mi tiempo a mi pasión, que es la novela. Il y a très peu d'auteurs qui participent à l'écriture de scénarios, parce que c'est quelque chose de très laborieux, c'est un vrai savoir-faire.
qui est totalement différent du métier d'écrivain de roman. Quand on a un esprit fait pour l'écriture de romans, c'est presque impossible d'écrire un scénario parce qu'il se contente de décrire l'action, sans émotion, sans sentiment. Et pour moi, c'est un peu frustrant. Je ne sais pas faire ça. Je préfère me consacrer à ma passion d'écrire des romans. También es cierto que desde El Guardián Invisible he recibido otras propuestas para adaptar, por ejemplo, esta novela, y sí que estoy mucho más cerca de la escritura, pero digamos con un derecho de veto, no sé cómo, ¿sabes? Para poder limitar algunos cambios, que es lo más importante, porque de verdad para mí el cine es otro código que respeto muchísimo, muchísimo, y creo que lo tienen que hacer los que se dedican a esto. Mais c'est vrai que depuis l'adaptation du Gardien Invisible, on m'a fait d'autres propositions pour adapter au cinéma ce que j'avais écrit. Et j'ai une position plus proche de cette écriture quand même, depuis cette première expérience. Et je demande à avoir un droit de veto pour essayer de pouvoir limiter certains changements. Mais bon, c'est un autre code d'écriture et c'est un monde que je respecte profondément. Ah ok, merci. Nous allons nous quitter, mais j'envie tous ceux qui n'ont pas lu tous les livres de Dolores Redondo, et en particulier le dernier, En attendant le déluge, car ils vont prendre un plaisir immense à lire ce livre en particulier. Merci à tous, merci à Marie qui a assuré l'interprétariat top. Et merci beaucoup Dolores Redondo pour votre présence et votre talent.